Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo numéro 6 de la série Introduction aux services de cloud de Microsoft Azure, édition octobre 2019. Cette sixième partie sera consacrée à l'utilisation des containers dans Azure. Alors quand on parle des containers dans Azure, historiquement, il faut se ramener dans les années 2014-2015, où il y a un très fort partenariat qui s'est mis en place entre Microsoft et Docker. Et donc, à l'époque où Docker commençait à apparaître sur la scène, on a commencé à faire des choses telles que des extensions Docker pour les machines virtuelles dans Azure. Donc ça permettait de rajouter un moteur Docker sur des VM Linux existantes. On a commencé à proposer un service qui s'appelait Azure Container Service, qui permettait de déployer en fait des architectures avec des solutions Docker et des orchestrateurs diverses, parce qu'on avait du Mesos, d'ICOS pour être plus précis. On avait du Kubernetes et puis également du Docker Swarm. Donc c'était basé sur des templates ARM, donc Azure Resource Manager, et donc ça permettait de bootstrapper une infrastructure un peu conséquente. Désormais ce service est déprécié, on verra qu'il a des remplaçants aujourd'hui. Et puis également historiquement avec Docker en fait on avait fait tout un ensemble d'outillages. Donc on avait fait l'intégration des solutions de Docker directement dans Visual Studio. Et puis, on a fait également pas mal d'extensions pour Visual Studio Code. De leur côté, ils nous ont apporté le moteur Docker dans Windows, la ligne de commande Docker dans Windows, etc. Donc, depuis ces quelques années, le format de conteneur est devenu aujourd'hui un standard de facto. C'est un standard qui est ouvert, car Docker, entre guillemets, enfin, il est déjà open sourcé, mais il l'a libéré, il l'a mis en gestion par une fondation. Les évolutions dans Azure, donc du coup, sont plutôt centrées autour de l'usage et du déploiement des applications natives packagées au format conteneur. Donc, on continue à bien faire fonctionner Docker dans Azure. Maintenant, on va au-delà, effectivement, on prend ce format de packaging d'applications et du coup, on l'inclut et on essaie de le rendre disponible dans certains services parce qu'on a les demandes de nos clients sur le sujet. Alors, en 2019, quand on parle des services de conteneurs dans Azure, les trois principaux qui doivent venir à l'esprit sont les suivants, c'est Azure Container Instance, Azure Container Registry et Azure Kubernetes Services. Donc on verra, on va voir tous ces services durant cette vidéo, mais juste avant, en fait, on va voir qu'il y a d'autres services qui peuvent utiliser des containers pour déployer des applications, par exemple. Je rappelle, le container est un format de packaging euh, dans lequel on inclut les dépendances. Et puis ce format est assez universel, il peut être porté d'une solution sur site, sur un poste développeur, jusqu'à un serveur dans le cloud, voire même sur des petits équipements qui seraient en edge, en bordure, et qui serviraient pour de l'IoT par exemple. Donc, premier service sur lequel on va pouvoir utiliser des containers, c'est Azure App Service. Alors Azure App Service, pour le coup, c'est probablement le plus vieux service de pass qui existe dans Azure, parce qu'il est arrivé dès le début d'Azure en 2010. Et donc, les Azure Web App Service permettent en fait de gérer des applications web sous la forme d'un service PaaS. Et donc, ce service de PaaS, de plateforme de service, est donc managé par Microsoft et vous simplifie la gestion en gros de l'infrastructure sous-jacente. Donc, en gros, vous définissez un App Service Plan qui va correspondre à un certain nombre de fonctionnalités et une certaine puissance en termes de machines virtuelles. Et puis, historiquement, on vient avec son package applicatif, et puis on dit, démarre ce package applicatif, cette application, sur cet Azure App Service. On peut également venir avec, en faisant pointer les sources de l'application sur un GitHub ou d'autres solutions de ce type-là. Historiquement, Azure App Service était basé sur des serveurs Windows avec des serveurs web qui étaient IS. Ensuite, on a commencé à intégrer la capacité d'avoir des machines Linux dedans. Et donc aujourd'hui, Azure App Service permet également en fait d'instancier, de proposer ces fonctionnalités, mais avec un format d'application qui n'arrive plus sous un format zip ou autre, mais simplement sous le format d'un container, d'une image de container pour être plus précis. Donc du coup, dans la recherche du portail Azure, quand vous voulez utiliser les web app services avec des containers Docker, il va falloir rechercher Web App for Containers. Et donc, le Web App for Containers va permettre en fait de déployer des web apps qui sont packagés sur la forme de conteneurs sur un App Service Plan. Donc un exemple ici très simple. J'ai un ressource group,
je crée une nouvelle instance. Je lui dis, ben, cette instance, en fait, tu vas la baser, alors non pas sur du code, ce qui est l'option historique et qui est encore couramment beaucoup utilisée dans les web apps, mais on va baser en fait l'instance sur une image Docker. Alors, on va prendre ici une image Docker de type Linux, le Windows est également possible. On choisit la région et puis on dit bah, cette image Docker va tourner sur cet app service plan, c'est-à-dire en gros cette ferme de serveurs ou cette type de puissance, cette fonctionnalité qu'on a choisie. Ensuite, eh ben, donc, comme on a dit qu'on partait sur une image Docker, il va falloir sélectionner les options de déploiement. Donc soit l'option numéro 1 de déploiement, c'est simplement de dire je pars d'une image et je vais déployer un simple container, donc uniquement un container basé sur cette image. L'option numéro 2 qui est en preview actuellement, c'est de se baser sur un fichier Docker Compose. Donc là du coup on a composé avec le format Docker Compose une application constituée de plusieurs containers qui va donc tourner dans les web apps. Et l'option numéro 3, c'est de venir avec un YAML type Kubernetes pour faire un déploiement sur les web apps, mais comme on le ferait presque avec du Kubernetes. En termes d'accès de où est-ce qu'est stockée cette image, il va falloir donner donc l'endroit où est stockée l'image. Donc l'image elle peut être stockée soit dans le Docker Hub, qui est la Docker Registry publique de Docker, soit dans une DTR, une Docker Trusted Registry, donc qui est un dépôt d'images privé Docker, qui peut être instancié sous différentes formes. Et la troisième option, c'est de dire cette image est stockée dans une Azure Container Registry, on va le voir tout à l'heure. C'est une Docker Trusted Registry managée sur Azure. Ensuite, on donne le nom d'image et son tag, son numéro de version. Si on ne précise rien, ça prendra la latest. Donc là, j'ai fait un exemple très simple avec un Nginx. Et puis ensuite, en container, en général, on le démarre en lui faisant passer des paramètres en commande. C'est dans la startup commande que vous allez mettre ces informations-là. Une fois le tout instancié, l'application tourne comme elle tournerait si elle était partie depuis une source qui était du code. Et donc on retrouve en fait l'application qui tourne sous la forme de conteneur avec l'ensemble des fonctionnalités disponibles dans le service de passe Azure Web App Services. On peut du coup aller vérifier les paramétrages qu'on a utilisés pour cette application. Donc là vous voyez ici je suis parti sur le Docker Hub, une image publique qui était Nginx. Si on avait utilisé derrière des déploiements, enfin la construction, l'intégration continue et les déploiements continus, on aurait pu activer cette partie-là également directement depuis le web app. Et puis vous remarquerez en haut effectivement les trois formats dont je vous ai parlé tout à l'heure qui sont supportés dans les web apps aujourd'hui. Donc le single container qui est bon pour la production, et puis les options Docker Compose et Kubernetes qui sont encore en preview à l'heure d'aujourd'hui, c'est-à-dire début octobre 2019. Alors d'autres services utilisent également le format de container. Donc Azure Batch, c'est encore un autre service d'Azure qui permet de faire des traitements par lot, d'où le nom batch. Donc en gros, on vient avec un certain nombre, un jeu de données, on vient avec du code applicatif qui va traiter ces données, et on attend en sortie du traitement Azure Batch des données qui sont liées en fait au traitement des données en entrée. Donc ces données en sortie, on les récupère en général sur un compte de stockage. Donc historiquement, dans Azure Batch, là encore, on venait avec son binaire, son archive qui contenait son binaire et les DLL, etc., pour faire le traitement. Désormais, on peut venir du coup dans Azure Batch avec son applicatif packagé dans un container. Donc en entrée, on va fournir des données, plus une application sous la forme d'un container Docker, et puis en sortie, on aura toujours des données suite au traitement qui aura été fait. Azure Machine Learning Service est également un service qui exploite massivement Kubernetes dans Azure, donc massivement des formats de containers. Donc on va choisir d'entraîner les modèles, donc des modèles d'AI, on va les entraîner, alors principalement on peut le faire sur des machines virtuelles, mais on peut également le faire dans des clusters Kubernetes. Donc l'entraînement va se faire du coup sous la forme de conteneurs exécutés dans des clusters Kubernetes. Le résultat d'un modèle entraîné pourrait être publié ensuite sous la forme lui-même d'une image de conteneur qui pourrait être instanciée pour exposer les API associés directement dans un Kubernetes Services. Les Connective Services, donc ça c'est des services, c'est vraiment du PaaS qui est fourni par Microsoft et qui donc ça intègre des services d'AI, on va dire sous la forme plutôt d'API. Donc on a des services liés
à la reconnaissance d'image, à la reconnaissance de texte, à la reconnaissance de son, au traitement du langage. Voilà, il y a pas mal de services. Aujourd'hui, la plupart de ces services sont exposés, sous la forme d'une API qu'on consomme en faisant des appels REST et en utilisant une clé d'API. Il faut savoir que certains services, permettent de la customisation et donc d'entraîner des modèles et du coup de générer, un binaire, ou un packaging, suite à l'entraînement du modèle. Donc l'exemple que j'ai mis ici, c'est le Custom Vision API. Donc le Vision API vous permet en fait d'entraîner un modèle de reconnaissance d'image, basé par rapport à un entraînement, et c'est vous qui allez fournir dans l'entraînement les données d'entrée pour dire: «Ben, je veux reconnaître tel ou tel type d'objet», et je donne, l'ensemble de mes fichiers d'images pour l'entraînement. J'ai également d'autres images pour vérifier le résultat de l'entraînement, donc en testant l'algorithme, et puis quand on est content, eh bien ensuite on peut publier l'algorithme. Et donc pour exporter finalement le modèle qui a été, entraîné avec ici le Custom Vision API, eh bien on peut choisir la plateforme, résultante sur laquelle on va le faire tourner. Donc typiquement dans les différentes options qu'on a, une des options qui nous intéresse, c'est qu'on peut exporter en fait le résultat de ce modèle entraîné, là encore sous la forme d'un fichier Dockerfile. Dockerfile pour, des plateformes de type x86, mais également Dockerfile pour des plateformes du type ARM. Dans le cadre d'Azure, quand on parle d'IoT Edge, donc il y a un service qui s'appelle, Azure IoT Hub, qui permet de contrôler les devices IoT qui sont dispatchés, heu, de par le monde, on va dire. Et donc ce qu'on appelle le IoT Edge, ça va permettre de contrôler depuis l'IoT Hub l'exécution en fait de processus d'application directement sur les équipements de type IoT. Et techniquement derrière, comment ça fonctionne? Et ben, les équipements IoT Edge ont, un moteur, de porte-container qui est Moby, qui est démarré. Et sur ce moteur de conteneur, en fait, on va venir exécuter, nos workloads, nos traitements en fait locaux, sur le Edge à partir d'images de containers qui sont stockées dans une container registry. Deux autres services encore utilisent, les containers. Donc Azure Function peut être amené également sous la forme de containers. Et puis quand on parle de containers, on va vite parler, de journalisation, de log. Et donc on a un service qui s'appelle Azure Log Analytics. Pour être plus précis, son nom désormais c'est Azure Monitor Logs. Et ce service permet de collecter, est un puits de logs qui va collecter des logs de différentes sources et qui va ensuite être capable de cruncher les données et de faire de la recherche dessus. Et donc actuellement, cette solution peut être également instanciée dans des environnements, avec, des containers, et on fournit nous-mêmes des containers qui sont, les containers de collecte des logs qui vont ensuite envoyer, ces logs à destination du service dans le cloud qui est Azure Monitor Logs. Quand on regarde les applications en container, elles sont également présentes dans la marketplace d'Azure. Dans la marketplace d'Azure, en fait, vous allez pouvoir sélectionner des images de containers Docker ou également des charts Helm. Donc Helm, c'est un gestionnaire de paquets, pour Kubernetes, au même titre que apt, ou Yum est un gestionnaire de paquets pour Linux. Et donc en fait, on va avoir des images de conteneurs et des charts Helm qui seront disponibles dans le marketplace d'Azure. Et on va pouvoir prendre ces objets qui sont, dans le marketplace d'Azure et dire ben, je veux en avoir une copie dans mon Azure Container Registry qui sera donc une DTR, une Docker Trusted Registry, managée, dans Azure. On a certains, éditeurs qui ont publié pas mal d'images, donc notamment on a un partenaire qui est Bitnami, qui a mis, une grosse quantité d'images open source, gratuites et validées. Donc validées dans le sens où ils ont passé des contrôles qualité sur ces images de containers, pour être certain qu'elles sont bien propres en termes de contenu. Et donc ces images en fait sont prêtes à être instanciées directement soit sur de l'Azure Container Instance, soit sur de l'Azure Kubernetes Service. Et puis au-delà des images, open source, entre guillemets «gratuites», on a également de plus en plus d'éditeurs qui commencent à publier, leurs solutions, sous la forme de containers. Donc c'est vraiment l'évolution naturelle de l'éditeur qui avait avant du matériel, qui a commencé à faire ensuite, heu, des appliances virtuelles, donc des machines virtuelles, dans Azure avec leurs solutions. Bah, désormais, la tendance est également de proposer, certaines solutions directement sous la forme, de containers. Donc pour rechercher ces images de containers et ces chart Helms, dans le marketplace d'Azure, bah, il suffit d'ouvrir le portail d'Azure, d'aller dans la partie, marketplace et puis de rechercher, de simplement sélectionner la partie containers, heu et du coup là, vous allez avoir un filtre qui vous montrera toutes les applications, en container,
les images et les charts. Donc un exemple par exemple ici, on a une image de container qui s'appelle RabbitMQ. On a ici le détail sur ce que fait RabbitMQ, sa solution, des liens supplémentaires, comment l'utiliser. Et ici vous avez un bouton Create. Si vous cliquez sur le bouton Create, techniquement derrière, en fait, ça va vous demander dans quel Azure Container Registry vous souhaitez avoir une copie en fait, de cette image pour pouvoir l'utiliser après avec vos applicatifs. Et pour le chart Helm, c'est à peu près la même chose. On va pouvoir stocker le Helm chart directement dans la registry, l'Azure Container Registry. Alors de la même façon, si on va regarder si on recherche Azure Quick Start Template dans son moteur de recherche préféré, on va vite arriver sur le GitHub qui contient aujourd'hui plusieurs centaines d'exemples de modèles ARM permettant de faire des déploiements divers et variés. Certains déploiements sont vraiment liés au monde du container. On peut filtrer le tout, donc là j'en ai fait un exemple, mais ici vous voyez qu'il y a pas mal de templates qui ont été faits de différents types de déploiements d'applications container dans Azure basés sur des modèles ARM. Un exemple de modèle ARM assez complet et assez complexe, c'est un modèle ARM qui s'appelle OpenShift Origin, qui permet de déployer la solution d'orchestration OpenShift, dont la version commerciale est Red Hat OpenShift. Donc la version origine, c'est la version open source. Et donc en fait, ce modèle ARM permet de déployer en fait une architecture complète OpenShift. Et donc elle fait partie des templates dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont les Azure Quick Start Templates. Donc ce template va déployer un virtual network, un load balancer, des adresses IP publiques, des comptes de stockage et des machines virtuelles derrière qui vont opérer le cluster Kubernetes, le cluster OpenShift pour être plus précis. Quand on utilise des containers pour ces applications, il est assez rare qu'on publie ces containers directement sur le Docker Hub, un dépôt public. On va plutôt utiliser un dépôt privé, une DTR, une Docker Trusted Registry. Donc ça veut dire qu'il faut avoir ce service qui soit instancié quelque part et qui fonctionne, qui soit résilient, hautement disponible, qui réponde bien en termes de performance. C'est tout l'intérêt du coup de prendre un service de type plateforme de service, donc un service managé par un opérateur tel que Azure. Et donc dans Azure, on a un service baptisé Azure Container Registry qui va faire ce travail pour vous. Donc en gros, l'idée d'Azure Container Registry, c'est de stocker et de gérer les images de containers que vous allez utiliser ultérieurement sur des déploiements. C'est d'avoir du coup d'utiliser également les interfaces Docker standard en termes de ligne de commande, et puis d'amener en général au plus proche des déploiements le dépôt d'images. Donc l'Azure Container Registry est basé sur le modèle de Docker Trusted Registry 2.0, donc c'est un modèle open source. L'idée effectivement donc c'est d'avoir un dépôt qui est privé pour y stocker ces images privées, et donc on va pouvoir utiliser ce dépôt d'images au sein d'un pipeline de déploiement, ou au sein d'un pipeline d'intégration d'ailleurs. Un pipeline d'intégration, ce serait je mets mon code dans un GitHub, je déclenche une intégration suite au changement de code dans le GitHub, ça me construit mon application, ça crée les binaires, ça les package dans une image Docker, et la fin de l'étape de build est de créer un artefact, c'est-à-dire de créer une image en fait de container directement dans cet Azure Container Registry. L'idée encore autour d'une registry, c'est que le registry doit être au plus proche des déploiements, au plus proche de l'endroit où sont instanciées les images sous la forme de container. Dans cette Docker Registry, sur Azure, on va pouvoir stocker des images Linux et Windows. Et donc en instanciant du coup les conteneurs dans la même image, dans la même région Azure que la registry, et bien en gros on va avoir des latences qui seront assez réduites, et puis on n'aura également pas de coûts supplémentaires liés au trafic interrégion. Donc en général, si vous déployez des instances de conteneurs dans une région donnée, on met à côté une Azure Container Registry. Alors il existe différentes SKU, donc différents niveaux de licence et de service de l'Azure Registry. Donc le premier niveau de SKU, le basique, va vous permettre de stocker, donc va inclure dans son prix 10 Go de stockage, 2 webhooks, et ne fait pas de géoréplication. Donc ici, le prix qui est annoncé, c'est un prix par jour. Donc ici, vous voyez que sur la zone West Europe, c'est-à-dire les data centers de Amsterdam pour Azure, on est à 0,14 centimes d'euros par journée. La Premium, à l'opposé, elle est à 1,4 euros par jour. Et pour ces 1,4 euros, vous avez en fait un stockage inclus de 500 Go pour vos images. Vous avez 100 webhooks qui sont utilisables.
et vous avez en plus des fonctions de géoréplication, ce qui est très intéressant dans un contexte où on déploie son application sur plusieurs pays, voire plusieurs continents. Donc une fois que qu'on a créé une Azure Container Registry, on va avoir tout un ensemble de paramétrages à l'intérieur qui vont pouvoir permettre de tailler le service finalement à ce dont on a besoin. Donc déjà, en termes d'utilisation, on n'a pas d'outils particuliers pour utiliser cette Azure Container Registry. Comme j'ai dit, c'est une DTR 2.0, format tout à fait classique, donc on va réutiliser en fait le client Docker classique et les commandes de la CLI Docker de type push pour pousser des images ou pull pour aller les chercher. Donc il n'y a pas de nouvelle API à apprendre, et c'est les mêmes outils qu'on utilise pour le Docker Hub ou une DTR tout à fait classique. On supporte les webhooks pour les notifications, donc on peut déclencher ou ces opérations, donc déclencher par des push, donc des envois d'images ou des suppressions d'images. Et puis le contrôle de l'accès à cette DTR, il va passer en général principalement par un compte de service, donc un service principal dans Azure, donc à qui on va donner un rôle sur l'Azure Container Registry. On peut passer également par un compte d'administration ou un compte Azure Active Directory. Donc en gros, un utilisateur on va plutôt privilégier, un humain, on va lui privilégier un compte Azure Active Directory, donc le même compte qu'il utilise pour se connecter à sa messagerie au Office 365 ou au portail Azure par exemple. Si on a une chaîne de CI/CD ou de l'applicatif qui est dans Azure et qui sait utiliser les services principal, on utilisera plutôt dans ce cas-là un service principal, donc un compte de service qui est présent dans l'Azure Active Directory euh, et donc qui sert à faire ça. Et puis si on est vraiment sur des applicatifs qui n'ont pas été spécialement prévus et qui ne comprennent pas ces mécanismes d'Azure, eh ben, on peut arriver sur le mode dégradé, entre guillemets, qui consiste à utiliser un login et un mot de passe pour accéder à l'Azure Container Registry, et donc ce login et ce mot de passe sont générés ou générés ou activés a posteriori sur l'Azure Container Registry. Là encore, c'est pas forcément la meilleure pratique, mais on peut le faire. Donc, en résumé, Service Principal pour tout ce qui est applicatif, qui veut donc aller traiter des choses sur l'Azure Container Registry. Et puis si on est après si on veut faire des scripts ou si on est un humain, la ligne de commande Docker Login pour s'authentifier auprès de la registry. Alors cette registry, à l'origine, elle ne faisait que des dépôts d'images Docker. Désormais, on peut y stocker également des Helm charts, donc des packages en fait, des packages Helm. Donc ça permet de faire des déploiements sur Kubernetes, Helm étant un package manager, comme je l'ai déjà dit. On a également une intégration avec EventGrid, qui est donc un service d'événementiel dans Azure, vraiment en mode réactif. Donc quand un événement se produit, on peut déclencher des opérations dessus. On supporte bien entendu l'Open Container Initiative, donc les nouveaux formats, le format ouvert entre guillemets de Docker. Et puis on va voir qu'on peut faire également des tâches, on a la notion de task, de tâches dans l'Azure Container Registry, et la notion également de contenu de confiance. Donc Helm, gestionnaire de paquets pour Kubernetes, on va pouvoir servir de la CR pour stocker en plus des images Docker des packages Helm. Donc ça devient un Helm chart repository, mais privé cette fois-ci. Donc on l'active là encore avec les commandes, les lignes de commande Azure, AZ ACR, Helm repo add, et puis ensuite pour publier un chart Helm, c'est assez simple, AZ ACR Helm push, et là on pousse, donc on donne le fichier TARZ derrière. On peut, comme je l'ai dit, intégrer ACR avec de l'EventGrid. Donc il y a deux événements qui vont être générés dans l'EventGrid liés à ACR, le fait qu'une image soit poussée ou qu'une image soit supprimée. Et du coup, à partir de là, on va pouvoir utiliser EventGrid dans des workflows, par exemple avec Logica, pour déclencher derrière l'exécution d'une fonction ou autre notification. Et puis, on a la notion également de task, de tâches dans l'Azure Container Registry. En fait, l'Azure Container Registry peut être utilisé pour builder les images Docker directement dans Azure. Alors, on pourrait dire pourquoi faire ça dans l'ACR alors qu'on peut le faire dans le pipeline de CI/CD ou qu'on peut le faire sur le poste du développeur. Il peut y avoir des scénarios où c'est intéressant. Déjà, si on a des postes de travail sur lesquels les développeurs n'ont pas d'agents ou de démons Docker sur leur propre poste, ça peut arriver. Ils peuvent être sur des OS un peu anciens également, ou des OS trop verrouillés par leur organisation, et donc ils ne peuvent pas utiliser ça. Donc là, pour le coup, on peut faire le build des images directement dans la CR. Si on utilise des agents
du CI/CD dans Azure DevOps. Là encore, le fait d'utiliser les ACR tasks fait qu'on n'a pas forcément besoin d'agents Azure DevOps. Un agent Azure DevOps étant en général une machine virtuelle. Et puis du coup, on a une compilation qui peut être automatisée. On s'intègre très bien avec GitHub. Et du coup, chaque fois qu'il va y avoir un nouveau push dans GitHub, on peut déclencher en fait la compilation d'une image. Et là encore, c'est utiliser cette compilation automatisée pour la mise à jour des images de base. Donc on recrée les images à chaque modification de la base layer. Donc en gros, tout ce qui est en dessous de l'applicatif. Autre nouveauté de l'ACR, c'est le Content Trust. En fait, l'idée, c'est de valider des images Docker avec l'identité du publisher. Et donc, en gros, certaines images seront signées et d'autres ne le seront pas. Et à partir de là, effectivement, ça permet là encore d'avoir des environnements Docker qui sont plus sécurisés parce qu'on n'accepte pas tout et n'importe quoi. Et que pour être exécuté, après, on pourra faire des politiques qui diront, sur ces environnements Docker, on peut exécuter des containers sous réserve que les images soient signées. Donc si on veut utiliser cette fonctionnalité-là côté serveur ou côté service, il vous faudra une Azure Container Registry en mode premium. Et actuellement, c'est en preview. Deuxième service très intéressant pour les containers dans Azure, c'est Azure Container Instance. Donc c'est un service qui sert à instancier des containers. Alors, soit avec une ligne de commande, soit au travers du portail Azure, soit en infrastructure as code, avec de l'ARM ou du Terraform par exemple. Mais l'idée en gros, c'est d'avoir vraiment une plateforme as a service de container. Donc on vient avec son image de container, on dit avec ce service je veux instancier l'image du container, donc en gros je veux exécuter l'image et en faire un container en cours d'exécution, et je ne veux pas me poser ou gérer l'infrastructure sous-jacente, c'est-à-dire le bon fonctionnement du moteur du runtime container, donc le moteur Docker ou Moby ou autre moteur. Je ne veux pas prendre en compte toute la partie machine virtuelle sous-jacente, OS, etc. Donc en gros, on pourrait parler ici, vraiment, on doit parler ici de service managé, voire même on pourrait parler de serverless, dans le sens où on ne gère vraiment pas les serveurs. Même si techniquement derrière, le serverless ne veut pas dire grand-chose, vu qu'il y a toujours des serveurs, mais c'est dans la notion de gestion. Donc avec cette solution, du coup, on peut démarrer très rapidement des containers depuis le service. On fait un système de facturation qui est à la seconde. Donc à la seconde d'exécution du container, et le prix va varier en fonction du nombre de vCPU, de la quantité de RAM, voire de la présence de GPU, on va en parler juste après. Dans ce service, comme c'est un service managé, prêt à l'emploi, vous n'avez pas à gérer les machines virtuelles sous-jacentes et l'infrastructure sous-jacente. On est vraiment dans du PaaS là. On va pouvoir déployer des containers qui vont provenir soit du Docker Hub, soit d'une Azure Container Registry. Et donc le provisioning via le portail est excessivement simple. On spécifie le ressource group dans lequel la ressource va être créée, on donne le nom du container, la région Azure dans laquelle on va l'instancier, le type d'image, donc est-ce que c'est une image publique, auquel cas elle va venir du Docker Hub. Si on choisit une image privée, dans ce cas-là, on devra saisir les informations et dire dans quel Azure Container Registry cette image est stockée, comment on peut y accéder. On précise le type d'image, est-ce que c'est une image, un container Linux ou un container Windows, et ensuite on va donner la taille, la puissance qu'on va affecter à ce container. Par défaut, un vCPU, 1,5 Go de RAM, puis après on peut avoir 2 vCPU, 4 vCPU, et donc monter également la quantité de RAM. Ensuite on choisit si on veut exposer publiquement ou pas ce container. Donc avec une adresse IP publique ou pas, les numéros de port qui vont être exposés, donc là ça vous fera le travail automatiquement des NSG. Et ensuite, on définit les politiques de redémarrage. Un container, ça peut crasher, donc là, est-ce qu'on va choisir de si le container crash, on le redémarre ou pas, voilà, donc toutes ces choses-là. Ensuite, les variables d'environnement. Un container, en général, c'est très rare qu'il démarre sans valeur, hein. Normalement, il n'y a pas de configuration dans un container. Le container, il attend qu'on lui donne ses éléments de configuration, donc c'est ici qu'on va les faire passer en paramètres. Et puis dans la ligne de commande également d'exécution du conteneur, on va pouvoir préciser d'autres informations ici. À l'issue de ça, quand un conteneur est démarré, on en retrouve la trace dans le portail Azure ou en ligne de commande. Et on voit ici les différentes étapes qu'il y a pu y avoir, du téléchargement de l'image jusqu'à la création du conteneur et son exécution. Alors actuellement, en version preview, on a le support des GPU dans Azure Container Instance.
Donc ça, c'est intéressant si vous avez des workflows ou des applicatifs qui vont avoir besoin, qui savent utiliser la puissance de cartes graphiques, de GPU, et qui sont dans certains scénarios beaucoup plus performants que d'utiliser des processeurs, des CPU. Donc là, on pense typiquement à tout ce qui est GP-GPU, donc avec du CUDA, l'OpenCL, et puis tout ce qui est traitement de deep learning avec par exemple du TensorFlow. Dans la preview, aujourd'hui, tel que c'est défini, on peut choisir par conteneur de 1 à 4 GPU. Et on peut choisir également les types de GPU. Donc là, c'est des GPU de chez tous des GPU de NVIDIA, du moins puissant au plus puissant, et du moins cher au plus cher également. Donc A80, P100 et V100. Attention, alors aujourd'hui dans la preview, le temps de provisioning prend un petit peu de temps sur les parties GPU. Ça va probablement disparaître avec la version finalisée. Mais actuellement, le temps de démarrage met un peu de temps parce qu'il y a l'approvisionnement de manière automatisée derrière de machines avec des GPU. Et donc ça prend plus de temps que simplement démarrer un container sur ACI avec simplement du CPU. Dernier service, on va parler de Kubernetes dans Azure. Alors Kubernetes, pour petit rappel, c'est un orchestrateur de containers open source. L'orchestrateur, c'est ce qui va aider en fait à déployer des containers, à les faire monter en charge en faisant de la scalabilité ou de l'élasticité horizontale, en gros en démultipliant le nombre d'instances, en faisant des fermes, quoi. Et puis Kubernetes va gérer également le cycle de vie de ces applications, les rolling updates, etc. Ça a été conçu à l'origine par Google, c'est désormais géré par une fondation indépendante qui s'appelle la CNCF, la Cloud Native Computing Foundation, et la version 0 de Kubernetes était en juillet 2015. Ça supporte les containers Linux et les containers Windows. Donc les containers Windows, c'est très récent, ça date de la 1.14 de Kubernetes, qui correspond à peu près au printemps 2019. Et c'est valable du coup en production pour la partie Kubernetes avec des containers Windows, pour des containers Windows basés sur Windows Server 2019 et ultérieurs. Et Kubernetes en fait est utilisé dans plein de solutions du marché aujourd'hui. Elle est utilisée dans OpenShift de Red Hat, elle est utilisée dans Tectonic de CoreOS, dans Rancher, elle est utilisée dans Docker Entreprise, elle est utilisée dans DCOS, elle est utilisée chez Pivotal également. Donc globalement, c'est devenu l'orchestrateur de référence aujourd'hui, et c'est le choix sans risque parce qu'en fait toute l'industrie s'est alignée derrière cet orchestrateur qui, je le rappelle, est open source. Donc l'architecture basique d'un Kubernetes est la suivante. On a un cluster, donc un ensemble de machines, et parmi cet ensemble de machines, certaines sont des machines qu'on appelle les masters. Ce sont ceux qui vont piloter le cluster et piloter les déploiements et les redémarrages au sein du cluster. Et puis on a une deuxième catégorie de nœuds qu'on appelle les nœuds agents ou les worker nodes, qui eux vont avoir un moteur de porte-container instancié, et donc c'est sur ces agents en bleu que seront démarrés les workloads, donc les images de containers, les images et qui donc du coup seront instanciées sous la forme de containers. Donc historiquement dans Azure, l'architecture Kubernetes classique était celle-ci, c'était composé d'un ensemble de machines virtuelles. Donc avec normalement pour la production entre 3 et 5 machines virtuelles dédiées à la partie control plane, donc les masters, ceux qui pilotent le bon fonctionnement du cluster, et puis un autre ensemble de machines virtuelles qu'on appelle les agents ou les worker nodes, orange ici, qui eux font tourner vraiment les workloads, c'est-à-dire les applicatifs. Donc cette architecture classique, c'est celle qui était utilisée dans Azure Container Service, ACS. On fournissait un template ARM qui permettait en fait de bootstrapper, de démarrer de manière assez simple une plateforme complète avec un cluster Kubernetes. Le bootstrap ou monter une infra comme ça, c'est bien pour vite démarrer, mais ça ne simplifie pas après la gestion. C'est-à-dire qu'une fois que c'est bien démarré, que ça fonctionne, eh bien, il faut le maintenir en condition opérationnelle, il faut le sauvegarder, il faut le patcher, il faut le monitorer, etc. C'est un travail qui peut devenir assez complexe, et la tendance de l'industrie aujourd'hui, c'est plutôt de proposer des services gérés, managés, hein, donc les fameux services de passe, et de simplifier un peu les travails qui sont plutôt dans les couches basses et qui ne sont pas les travails à valeur ajoutée. C'est-à-dire en gros, ouais, patcher un serveur, c'est pas ça qui est plus intéressant.
qui est le plus valorisant entre guillemets, au sein de l'organisation ou pour la personne. Et donc désormais en fait, aligné avec le reste du marché, on propose un service managé, donc de type PaaS, pour la partie master. Donc un AKS, un Azure Kubernetes Service, euh, c'est un cluster Kubernetes qu'on peut déployer très facilement et sur lequel en fait les composantes liées au contrôle plane, donc l'ensemble du cockpit de pilotage, les masters en fait, est un service managé. Donc en gros, on ne se préoccupe pas en tant que client du bon fonctionnement de ce centre de pilotage, ni de la gestion de ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire les machines virtuelles, les OS, les patchs, etc. Et dans un cluster Kubernetes, on conservera quand même des machines virtuelles euh, qui, eux, seront l'endroit en fait, où sont exécutées les tâches. Donc, effectivement, c'est facile à mettre en œuvre. N'importe qui peut démarrer un cluster AKS en quelques clics ou en une ou deux lignes de commande. C'est excessivement simple. Il n'y a pas besoin d'avoir des très grandes compétences sur le détail technique de comment s'installe la solution Kubernetes sur une machine Linux. C'est le bénéfice d'un service managé. C'est également, parce que c'est un service managé, facile à être géré, dans le sens où tout ce qui est gestion des mises à jour, montée de version peut être automatisé. Et on a simplement, en tant qu'utilisateur ou administrateur, à dire je vais passer de la version X à la version Y, et le système se débrouillera tout seul, en fait, pour faire les mises à jour. De la même façon, augmenter la taille du cluster ou la diminuer par ajout ou par suppression de machines virtuelles qui sont les worker nodes. Quand on le gère soi-même, c'est peut-être assez compliqué, parce que savoir configurer dans Kubernetes l'ajout et la suppression de nodes, là encore, c'est des opérations qui sont un petit peu compliquées. Avec un service manager comme AKS, ça devient un non-événement, c'est simplement un compteur qu'on va faire bouger en disant bah, j'ai Y nœud et je veux passer à Z nœud. Voilà, simplement changer une valeur et automatiquement le système va s'occuper d'ajouter ou de retirer des VM à l'ensemble. On a un self-healing sur le control plane, c'est-à-dire que le control plane en fait il est géré par nous, le centre de pilotage, et donc on assure en fait que s'il a un problème, eh ben, on le redémarre ou on le rend redondant pour en fait être certain qu'il soit toujours disponible. Dernière chose à retenir, c'est qu'on a fait zéro customisation de Kubernetes dans le sens où une fois que le cluster est monté, c'est un cluster Kubernetes qu'on va piloter et administrer avec les outils standards et les API standards de Kubernetes. Le service est gratuit pour le contrôle plane, donc le cockpit de pilotage, là où avant, dans une infrastructure qu'on a montée soi-même, on doit payer les VM qui constituent le contrôle plane. Dans AKS, le contrôle plane n'est pas payant. Donc ce service-là est gratuit. Ce qu'on va payer en tant que client, ce sont les agents, les VM nodes, qui sont en orange tout à l'heure sur mon schéma. Par défaut, si on ne précise rien, qu'on fait presque next text sur l'assistant ou qu'on fait la ligne de commande avec le moins d'options possible, on mettra des machines de type D2, V2, donc des machines qui sont en bi-CPU avec 7 Go de RAM, et par défaut on en mettra 3. Donc par défaut également, aujourd'hui un cluster Kubernetes c'est un cluster homogène dans le sens où toutes les machines, tous les workers sont des machines du même type et de la même taille. Actuellement on est en preview, mais prochainement on va avoir la capacité en fait d'avoir plusieurs node pools, donc d'avoir des clusters avec dans le cluster plusieurs types de machines virtuelles et avec des nombres différents par type. Et donc on pourra avoir jusqu'à 8 node pools maximum. En gros, 8 types de VM différentes au sein d'un même cluster. Par défaut, 3 VM dans un node pool. On peut mettre une VM, mais ce sera plutôt pour des environnements de type test and dev, parce que du coup on n'a pas de résilience qui est assurée derrière. Par contre, le fait d'avoir des machines, des clusters en mononode, c'est parfait pour faire des environnements de dev sur lesquels il n'y a pas ces contraintes, ça permet de réduire également les coûts. Et puis la valeur maximum, on va pouvoir atteindre 400 VM par cluster Kubernetes, ce qui est déjà beaucoup trop. Et puis ok, on a un cluster Kubernetes, mais en fait c'est juste un environnement finalement d'exécution et d'orchestration des containers. Là où ça va commencer à prendre de la valeur, c'est qu'on va l'intégrer avec le reste des services dans Azure. Donc là, on a annoncé le support des VM Scale 7. Donc désormais, à la place de gérer
X VM qui feront les workers, ce sera des VM scale set, donc on va bénéficier de cette mécanique d'Azure qui permet en fait de faire de l'autoscaling entre autres. Et donc ça permettra d'avoir des clusters qui vont pouvoir grandir ou rétrécir de manière dynamique en fonction de l'offre et la demande. Ce sera à vous de définir la limite basse et la limite haute en termes de nombre de VM au sein du cluster. On s'intègre avec le stockage natif d'Azure, donc pour les volumes persistants qu'il y aura sur les workloads qui vont tourner dans Kubernetes, on va pouvoir attacher ça soit à des Azure Managed Disk, donc exactement comme on met un disque attaché à une VM, ou utiliser de l'Azure File dans le cas où on a des workloads qui ont besoin d'accéder à plusieurs de manière simultanée sur le même storage. On supporte l'intégration avec les VNet, les User Defined Routes, donc pour pouvoir rediriger, rechanger les routes par défaut. On va pouvoir utiliser Azure Firewall pour protéger les flux sortant du cluster. On va pouvoir utiliser Application Gateway pour faire le Ingress Controller, donc contrôler en gros les flux en entrée au niveau de la couche 7 avec ce Web Application Firewall. On supporte également les zones de disponibilité, donc ça permet de dispatcher un cluster sur plusieurs data centers au sein d'une même région, donc pour obtenir après un SLA de 99.9 sur la dispo des services sur ces nodes. Le support d'Azure Policy est en train d'arriver, donc ça pourra permettre d'appliquer des stratégies à l'échelle du cluster Kubernetes. On supporte, et ça c'est très intéressant, c'est on utilise Azure Active Directory avec le Role-Based Access Control du Kubernetes. Donc l'idée c'est de pouvoir se loguer avec ces identifiants Azure Active Directory au cluster Kubernetes et donc de profiter de tous les mécanismes de protection d'Azure Active Directory. ACI, Azure Container Instance, on va pouvoir l'utiliser comme un virtual kubelet. Sans entrer dans le détail, ça veut dire qu'en fait, le cluster Kubernetes va voir la plateforme ACI, Azure Container Instance, comme une super VM, entre guillemets, dans son cluster. Donc ce sera comme un nœud du cluster, en fait. Et donc ce sera assez intéressant pour certains cas d'usage. Pour la partie monitoring, on supporte bien entendu Azure Monitor, la partie puits de log qui est Azure Monitor Logs, et puis on a également une intégration avec Azure Security Center qui donnera des conseils si par hasard un cluster Kubernetes n'est pas configuré dans les règles de l'art par rapport à certaines pratiques de sécurité. Dernière chose, c'est très rare de ne pas avoir dans des environnements Kubernetes des systèmes d'intégration continue et de déploiement continu avec des pipelines. Donc on supporte bien entendu Azure DevOps, la partie pipeline, la partie repo à l'intérieur. Un exemple très simple ici, on a intégré directement dans la console d'administration d'AKS, dans le portail d'Azure, une zone qu'on appelle le Deployment Center. Et ce Deployment Center, en fait, c'est un assistant qui permet en 4 étapes de générer automatiquement un pipeline de CI/CD en définissant le point de départ qui est la source, c'est-à-dire où est-ce qu'est mon code, est-ce qu'il est dans un Azure repo ou est-ce qu'il est dans un GitHub. Ensuite, de préciser par rapport à ces sources-là, dans quel repo exactement est le code source. Ensuite, il va rechercher un Dockerfile et créer automatiquement les pipelines. À l'issue de ça, en fait, vous avez vos pipelines qui seront faits de manière CI/CD. Donc, le développeur qui n'est pas spécialiste de tout ça, en fait, simplement, il va continuer à travailler comme d'habitude. Quand il ira pousser un nouveau code dans son dépôt, bah, automatiquement, ça déclenchera en fait une phase de continuous integration et une phase de continuous delivery. De la même façon, j'ai dit, on a une intégration assez forte avec Azure Kubernetes Service et Azure Monitor. Dans la partie administration de Kubernetes Service, on a une partie Insight en fait qui va reprendre toutes les données en fait d'Azure Monitor et les rassembler de manière assez visuelle, permettant en fait simplement quand on a un cluster de rapidement aller dans la partie Insight et de voir par exemple combien on a de pods qui sont en train de fonctionner, combien sont en état échoué, est-ce qu'on en a en pending, est-ce qu'on a un nœud qui est plus saturé que l'autre, etc. Et puis quand on va dans le détail après de la partie Insight, on va pouvoir de manière très granulaire en fait avoir une vue globalisée des performances à l'échelle du cluster, à l'échelle d'un nœud, à l'échelle d'un déploiement et à l'échelle d'un pod. Donc le pod, on va voir les performances ou les ressources consommées par un pod, et après on pourra pouvoir descendre à un dernier niveau qui est le niveau container. Je rappelle qu'un pod peut contenir plusieurs containers. Et pour chacun des éléments, en fait, on va pouvoir à tout moment aller directement voir les logs associés, voire même activer en fait, des logs en temps réel par rapport à l'élément qu'on a choisi. Le nœud, le pod, le container. J'ai dit tout à l'heure, on s'intègre avec Azure Active Directory
Donc quand on intègre le RBAC de Kubernetes, d'AKS avec Azure Active Directory, et bien en gros, pour être utilisateur ou administrateur du cluster, on va s'authentifier avec les mêmes mécanismes qu'on utilise pour s'authentifier à Office 365 ou s'authentifier auprès du portail Azure. Donc on va lancer son outil en ligne de commande Kubernetes, ici le célèbre kubectl, kubectl. Et vous voyez que la première demande qu'on me fait, c'est de me signer sur le portail Azure. Et une fois que je me serai signé, j'aurai reçu mon jeton, j'utiliserai l'outil de manière tout à fait classique. Le bon côté de tout ça, c'est que ça permet de rajouter une énorme couche de sécurité à l'API server de Kubernetes, parce que du coup on va profiter de l'authentification forte si on fait du MFA, on va profiter de la partie accès conditionnel si on a activé ces fonctionnalités avec des licences Premium P1 d'Azure Active Directory. Donc en gros, on va vraiment apporter la sécurité qu'on a globalement sur tous les services de cloud d'Azure, directement également sur le cluster Kubernetes. Partie réseau, on a deux modes de déploiement d'un cluster AKS dans Azure. Le mode basique, où on va avoir un réseau en overlay qui va utiliser Kubnet. Et donc en gros, c'est l'option la plus simple et le cluster Kubernetes va gérer son propre réseau interne. Donc chaque pod qui sera déployé dans le réseau aura une adresse interne au cluster qu'il faudra donc après exposer. Ou alors on a le mode avancé où dans ce cas-là, on ne va pas utiliser, on va utiliser un autre plugin réseau, on va utiliser du CNI. Et à ce moment-là, effectivement, les pods n'auront plus une adresse interne au cluster, mais auront des adresses qui seront données par la fabrique d'Azure, c'est-à-dire données en fait par le VNet, tout simplement. Si on résume tout ça, finalement, on voit qu'Azure Kubernetes Service, c'est le service phare en termes de containers sur Azure, qui s'intègre avec ACI pour pouvoir en fait, étendre sa puissance assez simplement, qu'il va aller chercher ses images ou ses chart Helm directement dans la CR, et qu'il va pouvoir du coup bénéficier de la partie monitoring d'Azure Monitor et d'Azure Monitor Logs, ainsi que de la partie automatisation avec Azure DevOps. Tout ça en fait fédéré par une partie authentification autorisation gérée au niveau du tenant, c'est-à-dire au niveau de l'Azure Active Directory. Dernière chose auquel je n'ai pas parlé, je vais en parler juste après, c'est la notion de backing service avec OSBA, et on va le voir juste après. Alors là j'ai parlé de Kubernetes, mais je n'ai pas parlé d'OpenShift, qui est probablement un des solutions packagées les plus déployées et qui utilisent Kubernetes. Donc on est très partenaire avec Red Hat. Et si vous êtes dans le marketplace d'Azure et que vous tapez Red Hat OpenShift, vous verrez pas mal d'options apparaître. Donc il y a une première option qui est en fait le Red Hat OpenShift Container Platform Self-Manage. Donc ça en gros c'est un super template qui a été fait par Red Hat. Et donc si vous dites voilà je veux instancier un cluster de chez Red Hat, vous allez faire create et vous allez passer un ensemble de quelques pages de configuration, vous allez dire quelle sera la taille de votre cluster OpenShift, la clé SSH utilisée, vous allez donner votre clé de licence que vous avez acquis auprès de Red Hat, vous allez définir le nombre de nœuds, les options, etc. Et puis vous allez déployer tout ça. Donc là, c'est vraiment fait pour faire un déploiement d'une plateforme que vous allez ensuite gérer, d'où le self-manage. Vous allez devoir après l'administrer cette plateforme, donc gérer les VM, les patcher, etc. Donc, vous voyez, on va passer par différents assistants, donc les éléments de configuration basiques, le nom d'admin, la clé SSH, où est-ce qu'on va déployer le cluster, ensuite les différents composants d'une plateforme finalement OpenShift, c'est-à-dire le nombre de serveurs d'infrastructure, le nombre de workers, combien de DTR, combien de reverse proxy, etc. Pour encore pousser l'adoption, plus l'adoption de Red Hat OpenShift, on a également travaillé sur une version managée d'OpenShift. Donc managée dans le sens où vous n'aurez pas à gérer l'infrastructure permettant de faire tourner OpenShift, de ne pas gérer les VM pour faire simple. Donc c'est un service managé qui s'appelle Azure Red Hat OpenShift. Il a été conçu, il est opéré et il est supporté par Red Hat et Microsoft. Donc on a mis des équipes ensemble sur le sujet, donc physiquement il y a des équipes ensemble. Et donc ce service, en fait, il est maintenu à jour par nous, enfin par ces
cette équipe constituée de membres venant de 2 organisations. Il y a une facture qui est unifiée. Là, pour le coup, il n'y a pas à acheter une licence chez Red Hat et venir payer de la ressource chez Azure. Là, tout va arriver dans la facture Azure et ensuite, c'est nous, Microsoft, qui nous débrouillons avec Red Hat pour payer leur part. Et puis, du coup, vous avez un support qui est intégré et unifié parce que ce support, ce sera auprès de Azure, sachant qu'on a effectivement, dans nos équipes de support, des équipes mixtes avec des gens de Red Hat et des gens de Microsoft pour le support de cette solution-là en particulier. Donc on peut résumer, finalement, c'est la façon la plus simple de déployer un OpenShift, hein, encore plus simple que l'assistant que je vous ai parlé tout à l'heure. On peut créer d'ailleurs un cluster OpenShift avec la ligne de commande, c'est excessivement simple. Vous voyez qu'en une ligne de commande, on peut déployer ici un cluster qui aura 3 nœuds par défaut et qui sera avec des machines de type DSV4 dans la région East US. Donc finalement, bon, la ligne de commande AZ OpenShift, elle contient un peu plus de paramètres, mais avec un minimum de paramètres, et bien en fait, on instancie un cluster OpenShift sans forcément avoir d'ailleurs toutes les connaissances, on est un expert du sujet. Et après, du coup, on focalise plus de temps sur l'usage de la plateforme OpenShift que sur son administration. Là encore, on a fait une intégration native avec la partie Azure Active Directory pour la partie authentification, et puis on a intégré dans Azure OpenShift le fameux OSBA dont j'ai commencé à parler tout à l'heure, Open Service Broker for Azure, qui va vous permettre en fait d'exposer des services Azure directement dans le cluster. Donc, OSBA, ça ressemble à quoi? L'idée en fait, c'est d'aller avec du code Kubernetes, de provisionner des ressources dans Azure. Donc, par exemple, votre développeur a besoin d'un frontal web et d'une base de données MySQL, et bien directement dans du code Kubernetes, il va pouvoir en fait dire je vais prendre une base de données MySQL qui est managée dans Azure, et en fait il va définir ce qu'il a besoin dans son code Kubernetes, et c'est le cluster qui va aller faire l'opération de création de la ressource MySQL de manière automatique lors du déploiement de l'application Kubernetes. Donc on a plusieurs services qui sont disponibles dans Open Service Broker for Azure. Donc on a les bases de données, effectivement, tout à fait classiques Azure SQL, enfin, basées sur SQL Server ou Postgre ou MySQL, les trois sont managés. On a des services tels que Cosmos DB, Redis, le service bus, etc. Là, lors de ma capture, il y a écrit Preview, c'est en train de bouger doucement. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir provisionner des back-end services d'Azure directement depuis Kubernetes, donc directement depuis le cluster OpenShift. Partie monitoring, on a créé ce qu'on appelle l'Azure Monitor for Containers, qui est en gros une interface dans le portail d'Azure qui permet de voir l'ensemble des clusters Kubernetes qui sont déployés dans un abonnement Azure. Donc l'ensemble des clusters, ce soit des clusters AKS, c'est-à-dire des clusters qui sont vraiment en mode service managé, soit des clusters qui ont été bootstrappés à partir d'un modèle qui a été généré avec ce qu'on appelle l'AKS Engine, qui est une solution open source qui permet, fait par nous, qui permet en fait de générer le modèle ARM pour déployer, bootstrapper en fait un cluster Kubernetes. Alors pourquoi bootstrapper un cluster alors qu'on a un service manager? Parce que le service manager, comme tout service manager en fait, a ses limites en termes de tuning ou de configuration, et qu'on a certains clients qui eux ont besoin de pouvoir faire des paramètres assez fins au niveau des machines et des environnements, et dans ce cas-là, en fait, le service manager ne correspond plus à la demande. Dans ce cas-là, ils veulent un environnement finalement qu'ils vont réellement gérer pour le cas, donc ce ne sera plus un service managé, géré pour eux. Voilà. L'Azure Monitor for Container, ça ressemblait à ça. Vous allez lister l'ensemble des containers, et pour chaque container, vous avez en fait une vue très synthétique qui vous dit en gros la version, le type de cluster, est-ce que c'est un AKS ou un AKS Engine, la version du Kubernetes qui est utilisée, dans quel état de santé il est, combien il y a de nœuds et dans quel état ils sont, combien il y a de pods côté on va dire utilisateur, et combien il y a de pods système, en gros qui sont des pods obligatoires pour faire tourner le cluster, et dans quel état ils sont.